Alors, encore une fois, bonsoir à toutes, que les messieurs nous font défaut. Merci d'être venus par ce beau jour ensoleillé. Merci à Magali de nous recevoir dans sa boutique. Je me présente très brièvement. Je suis donc Philippe Corne. Je suis hypnothérapeute, psychopraticien et aussi conseiller en fleurs de bac, installé à Ferney, au chemin du Lévent, comme tout le monde à Ferney. Ce soir, mon objectif, ça va être en 2 heures, de vous expliquer ce que sont les fleurs de bac. Ah, et voilà la retardataire qu'on applaudit. Il n'y a pas de mal. Vous avez loupé la première minute, ça va. Prenez le temps d'enlever votre manteau. Par contre, pendant que vous étiez absent, on a tous voté, c'est vous qui nous payez l'apéro. Revenez plus souvent. Je suis pas sûr qu'on me réinvite. Hein. Alors allez, je recommence. Je recommence pour la vidéo, parce que donc, je vais essayer de vous faire un replay, comme on l'a dit, donc même si vous ne prenez pas de notes, avec un peu de chance, si je filme pas le plafond, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce qu'on va dire. Donc, j'étais en train de me présenter, donc je suis Philippe Corne, je suis installé ici à Ferney comme hypnothérapeute, psychopraticien et donc aussi conseiller en fleurs de bac. J'utilise principalement les fleurs de bac, j'allais dire comme adjuvant après les séances d'hypnose, pour prolonger les effets. Je trouve que c'est une manière de travailler qui me convient. Et donc mon objectif ce soir, c'est en 2 heures, de vous expliquer ce sont les fleurs de bac, à quoi elles servent, et surtout comment les choisir et comment les utiliser correctement. Pour ma curiosité, qui en utilise déjà? D'accord? Un peu, beaucoup, pas trop? Voilà. Je pensais que tout le monde avait dans son sac à main un risque. Pas encore, alors ça va venir, vous verrez. Donc, mon approche, elle est très compressée par rapport à ce qu'on va voir ce soir, parce que j'expliquais ça avant qu'on commence. Je ne vais pas vous enquiquiner avec toute la partie botanique. D'accord? Ça, c'est de la culture générale, c'est bien. Par contre, connaître le nombre de pétales de la fleur, sur quel genre de sol elle pousse, ça ne vous sert pas à grand chose quand vous avez un coup de cafard, quand vous avez une mauvaise nouvelle, quand vous faites des insomnies. Ce qui compte, c'est savoir directement quoi aller chercher à la pharmacie ou à la parapharmacie. Est-ce que cet objectif vous convient? Magnifique. Donc, on y va. Pour commencer, une petite question. Si la souris se rallume. Qui peut me donner en un mot son état d'esprit actuel? Quelle est l'émotion actuellement que vous vivez? Bon, une émotion, super, mais ça me va, ça me flatte. Je les feuilles. Ça commence bien. C'est vrai que là, dans tout ce que vous m'expliquez, c'est pas des émotions. C'est des ressentis, c'est des sentiments. La différence que je veux vous expliquer, c'est que un sentiment, c'est une émotion qui a été réfléchie, analysée, et on construit par-dessus un sentiment. Les fleurs de bac, essentiellement, ça va vous aider à réguler vos émotions. Et donc, je vais commencer tout de suite avec ça, puisqu'on est en train de parler de fleurs de bac, ben je vais commencer par vous parler du docteur Plutchik. Voilà. Le docteur Plutchik, c'était ce monsieur. C'était un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur les émotions, y compris les émotions des animaux d'ailleurs. Et dans ses travaux, il a à un moment établi que fondamentalement, on a tous 4 émotions de base. Et c'est tout. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis non quand vous me dites je suis en ouverture, je suis ici.
vous êtes déjà beaucoup trop loin dans votre mental et dans votre psychologie. Fondamentalement, on travaille avec ça. C'est quoi une émotion d'ailleurs? Plus simple. Allez-y jusqu'au bout. Non, c'est très bien. Fondamentalement, une émotion, c'est un message. Et comme vous le dites très justement, c'est un message qui apparaît spontanément du fait du déclenchement d'une situation. Effectivement, il y a d'un seul coup, il y a un gros coup de frein, on entend un gros bruit de quelque chose qui se percute dans la rue, on va sursauter, on va avoir peur. Les messages, tous les messages, écoutez-les. J'espère que vous écoutez vos messages vocaux, vos emails, vos WhatsApp, donc écoutez aussi vos émotions. L'émotion, elle a un truc à vous dire. Pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis en colère? Et quand on a une émotion, on doit la résoudre. On doit la vivre jusqu'au bout, lui donner une solution, lui donner une fin. Si vous accumulez des émotions et qu'elles n'arrivent pas au bout de leur circuit, de leur vie, vous allez commencer à avoir plein de soucis dans votre tête et au bout d'un moment dans votre corps. C'est pour ça que les fleurs de Bach, il y a encore plein d'autres méthodes évidemment, mais ce soir on parle de ça, c'est une méthode qui va vous aider à gérer jusqu'au bout ces émotions. Paradoxalement, vous voyez, on a vu que les 4 émotions de base, la peur, la colère, la joie, la tristesse, vous voyez qu'il y en a 3 qui ne sont pas super agréables, une qui est agréable, la joie. Ça veut dire qu'on est plus souvent dans un mauvais ressenti que dans un ressenti agréable. Et même la joie, elle doit aboutir à sa résolution. Enfin, quand vous êtes très joyeux, il faut que la joie, elle sorte. Donc chantez, dansez, faites un câlin à quelqu'un que vous aimez, ouvrez une bouteille de champagne, faites-vous un cadeau. Et là, bah, ça marche. Je vous fais une ordonnance ou c'est bon? Donc, même ça, ça doit aller au bout. Vous voyez, la colère, c'est pareil. Pourquoi on est en colère? En principe, c'est parce qu'on n'a pas été entendu pour quelque chose. Que ce soit au travail, dans votre famille, que ce soit à l'extérieur, que ce soit avec le conseiller SFR parce que votre box est en panne. Donc ça vous met en colère parce qu'on ne vous entend pas. Donc là aussi, il faut résoudre ça. Alors bon, il y a des gens qui vont résoudre ça en brûlant une préfecture. C'est pas ce que je suis en train de vous recommander. Par contre, en principe, là aussi, il faut entamer un dialogue, une négociation, s'expliquer, ou demander des explications à l'autre pour que cette colère puisse trouver sa fin. Et tout ça, ça vous semble un peu logique. Ok. Plutchik a rajouté ensuite 4 émotions secondaires. La confiance, le dégoût, l'anticipation, la surprise. On arrive donc à 8 émotions fondamentales. Alors, vous pourrez prendre d'autres bouquins où il y a d'autres auteurs qui vont vous dire qu'il y en a 5, d'autres qui vont vous dire qu'il y en a 6, d'autres 8, d'autres 11, etc. Peu importe. Ce qui est important, c'est de se souvenir qu'en fait, on a peu d'équipements, on a peu d'outils pour réagir, et ça va être en fait le point de départ qui évidemment va se développer en plein d'autres choses. À partir de là, Plutchik a classé ses émotions pour en faire une fleur. Effectivement, la fleur de Plutchik, ça s'appelle comme ça. Où en fait, il a classé, hop, je vous attrape mon petit, hop, c'est la ton magie. Il a classé les émotions en les mettant face à face, en opposition. Vous voyez, la peur, c'est un peu l'opposé de la colère. C'est peut-être pas clair et net, vous faites des gros yeux, merci. Pourquoi? La colère, on a envie d'aller de l'avant, de rentrer dans l'obstacle, d'une certaine manière. La peur, on a tendance à se retirer. C'est ça, fondamentalement, pourquoi on les oppose sur ce schéma-là. Là, vous voyez la joie, la tristesse, ça c'est assez évident, c'est assez clair, c'est assez simple. Et puis, il a aussi
dans les tétales, ni l'intensité des émotions. Vous voyez qu'une colère légère, c'est de la contrariété. Vous voyez qu'une colère très avancée, c'est de la rage. Et ainsi de suite. Ensuite, il s'est rendu compte encore d'un truc, il a beaucoup réfléchi, ce monsieur, que par exemple, les deux émotions côte à côte, quand elles se combinent, vont en donner une troisième. Exemple, la contrariété et l'ennui vont être du mépris. Donc ça commence déjà un peu à s'étoffer. On était parti avec 4 émotions, on est en train de faire un peu des cocktails, des mélanges, qui peuvent être, si on oublie l'histoire des intensités, ils peuvent se résumer comme ça. Vous voyez, on retrouve par exemple le mépris, c'est colère plus dégoût. Chic a continué à réfléchir, puis il s'est dit, bah ça c'est les deux émotions voisines, et on donne une troisième, et si on saute une émotion, si on passe par exemple un mélange colère et tristesse, là ça donne ça donne de l'envie. Vous suivez toujours? De la tristesse et de la peur, du désespoir. De la colère et la tristesse, vous n'êtes pas content, en même temps vous êtes triste, vous avez envie d'autre chose, ça crée un déclenchement d'une convoitise pour quelque chose, vous voyez. Alors par exemple, quand on ressent de la joie et de la peur, ça fait de la culpabilité. On continue. Là, on saute une émotion pour aller à la suivante, donc on appelle ça une dyade secondaire, ça aussi retenez pas ça sert à rien. Il s'est dit, si on saute 2 émotions pour aller à la troisième, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des dyades ternaires, ça sert à rien de le savoir non plus. Et vous voyez que par exemple, si vous êtes en confiance mais fâché, vous devenez dominateur, dominatrice. C'est un mot qui a encore un autre sens, on va l'oublier. Si vous éprouvez du dégoût et de la peur, ça fabrique de la honte. Alors, moi je lui fais confiance, il a bossé 20 ans là-dessus. Après, il y a des, par exemple, il utilise le mot morbidité pour un mélange de joie et de dégoût. On peut utiliser peut-être le mot malsain, on est dans un état d'esprit malsain, parce qu'on est écœuré, mais en même temps joyeux. Vous voyez, c'est un esprit qui vient un peu, entre guillemets, pervers. Par exemple, là, il met sentimentalisme. Moi, j'aime bien expliquer aux gens, c'est plutôt de la sensibilité, un peu excessive. Un mot qui est plus à la mode, d'ailleurs. Donc, si on cumule tout ce que je viens de vous expliquer, on arrive à ça. Inutile de vouloir aussi le mémoriser comme ça. Mais vous voyez que là, on est passé de 4 émotions. Là, je crois qu'il y en a 26, un truc comme ça. Donc, on est en train d'étoffer petit à petit ce qui se passe dans notre tête. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, vous voyez que là, des émotions sympas, il y a la joie, la confiance, l'amour, l'optimisme. Et tout le reste, c'est pas des trucs agréables. C'est pas des trucs qui nous font plaisir. Il y a même des trucs qui sont hyper destructeurs, genre la peur, la culpabilité, la honte. Élever un gamin avec ces 3 émotions-là, vous détruisez la vie directe. Donc, vous voyez qu'on est mal barré. Alors, avec toutes ces émotions, maintenant, justement, je vais vous parler du docteur Bach. Alors, je suis très content que vous parliez tout du docteur Bach, et pas du docteur Bach. Parce qu'effectivement, le docteur Bach, c'était un gallois, je crois précisément, enfin bref, un anglais. Effectivement, donc, son nom c'est Edward Bach, et non pas Bach, donc il est ni autrichien, ni bernois. Donc, il est né à la fin du 19e siècle, mort au début du 20e, et donc c'était un médecin, spécialisé en chirurgie et en bactériologie. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des spécialisations qui n'avaient pas leur logique entre elles, mais c'était comme ça.
Et puis la petite histoire raconte qu'il était un peu de santé fragile. Donc quand il était jeune homme, il avait dû être opéré, et puis les chirurgiens avaient dit à ses parents qu'il allait peut-être pas passer la nuit. Et puis finalement, vous avez compris qu'il a passé la nuit et qu'il a encore vécu de longues années. Le docteur Bach s'était passionné pour l'homéopathie quand il a découvert les travaux de Samuel Hahnemann. Il a développé l'homéopathie à peu près sur la même période. Il avait trouvé ça juste formidable, donc il s'était passionné pour ça, et puis il s'était dit à un moment qu'il doit y avoir comme ça plein de remèdes simples, pas chers, pas invasifs, pas toxiques. Et puis c'était un petit peu un truc qui s'est mis à tourner dans sa tête. Et puis comme médecin, il s'est rendu compte, comme plein d'autres gens, plein d'autres médecins et même des gens dans la vie de tous les jours, qu'il y avait une espèce de logique entre un petit peu les états d'esprit des gens et leurs conditions physiques, entre le corps et l'esprit. En rien. Là, on est sous les augures de Bouddha et du Ganesh. Voilà. Et il s'est rendu compte aussi, dans son travail au quotidien, que certaines personnes réagissaient différemment à certaines maladies, en fonction de leur caractère, en fonction de leur état d'esprit. Alors, il y a des gens qui avaient moins souvent telle ou telle maladie, où la maladie s'exprimait différemment dans leur cas. Donc, il avait établi comme ça des catégories de tempérament, de caractère. Et puis, il s'est dit, chez ces gens-là, je vais essayer justement de leur fournir des remèdes spécifiques. Et comme c'était un bactériologiste, il a réfléchi d'abord vaccin. Alors il a utilisé des bactéries intestinales, il a fabriqué des vaccins pour dire est-ce que telle personne pourrait être soulagée de tel genre de maux, de mal, de maux, oui, c'est réel. Et puis de son propre aveu, ça n'a pas marché super. Pas de bol. Mais en parallèle à ça, alors là aussi, la petite histoire raconte qu'il était très, très instinctif, très intuitif. Et puis, pendant qu'il se baladait dans la campagne anglaise, il y avait beaucoup de fleurs qui l'attiraient. Et puis, il avait des ressentis un peu bizarres, ça veut dire que certaines fleurs le rendaient malade. Malade, dans le sens où il éprouvait un malaise au contact de certaines fleurs. Il a trouvé ça encore plus bizarre. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce que telle fleur me déclenche ça? Eh il a tiré sur le fil, et il a comme ça déroulé tout ce qu'il a fait par la suite, qu'on connaît maintenant sous le nom des fleurs de Bach. Il a fait ça par période, évidemment, ça veut dire que d'abord il avait identifié comme ça une douzaine de plantes, sur lesquelles il a travaillé, il les a préparées, il les a utilisées de différentes façons, enfin il a vraiment étudié son sujet. Et il est arrivé à la fin à 38 flacons, que vous connaissez maintenant, que vous avez vu dans les pharmacies et les boutiques. Et il a travaillé là-dessus, vous voyez, à peu près 8 ans. On ne sait pas pourquoi, mais une fois qu'il avait identifié la 38e fleur, il a estimé que son travail était fini. Et pire que ça, il a estimé que sa mission sur Terre était accomplie. C'était son ressenti une fois de plus. Ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a détruit tous ses travaux, tous ses essais, et il a offert ses résultats à deux des plus grandes pharmacies londoniennes, parce qu'il voulait que ses travaux soient accessibles au plus grand nombre, que ce soit accessible, diffusé de la manière la plus simple, la plus rapide. C'est pour ça que, par exemple, les fleurs de Bach n'ont aucun espèce de monopole, aucun brevet. Tout le monde sait ce qu'il y a dedans et tout le monde peut en fabriquer dans sa cuisine. Tout simplement. Ça veut dire que je vous ai ramené, voilà, ça vous connaissez tout ça, c'est le petit flacon de Risky, d'accord. Ça c'est fabriqué par Biofloral. Il y a plein d'autres marques. Vous avez Copmed, Ladrome, Crystal Herbs, des marques comme ça. Donc ils font absolument tous la même chose. Ça veut dire que faites jouer la concurrence, faites jouer les prix.
Il y a certains qui ont des volumes plus petits que d'autres, il y a certains qui ont des mélanges tout près, c'est ce que Magali a ici au magasin, là ça, il y a des mélanges de fleurs de bac tout près de chez Deva. Donc vous pouvez avoir confiance en tout le monde. Simplement, ouais. Parce que je vais vous expliquer rapidement comment on fabrique des fleurs de bac, j'allais dire c'est presque enfantin. Donc par exemple, dans le cas, là, il y a le nom BAC dessus, parce que c'est une marque déposée, c'est BAC original. Donc c'est une marque commerciale déposée. C'est pareil avec Rescue, c'est un nom commercial protégé. Ça veut dire que chez Biofloral, ils n'ont pas le droit de fabriquer la même chose et de l'appeler Rescue Remedy. Donc ils l'appellent remède d'urgence, mélange 5 fleurs, enfin n'importe quoi, mais c'est exactement le même produit. Après, chaque laboratoire, il y en a qui font des préparations à base de glycérine à la place de l'alcool, enfin des petites nuances comme ça. BAC Original fabrique un mélange maintenant qui s'appelle Rescue Mini. Ils ont rajouté une autre fleur dedans. Ils en font des vapos, ils en font des pastilles à sucer, enfin plein de choses comme ça, mais c'est toujours la même chose. Après, il y a des gens qui savent mieux que le Dr Bach et qui ont continué à rajouter des fleurs et des fleurs et des fleurs et des fleurs. C'est pas faux, je les connais pas, je sais pas est-ce que ça a un intérêt ou pas, mais c'est plus des fleurs de Bach. C'est certainement très bien aussi, que vous avez des fleurs de la place, des fleurs de Californie, des fleurs de je sais pas où, quoi. Mais si vous voulez les fleurs de Bach, ça s'arrête à ça, 38 fleurs différentes, point barre. Et je vous garantis que j'ai du boulot à faire avec ça. Comme je vous l'ai dit, concrètement, c'est quoi les fleurs de Bach? Alors, le terme fleur est un tout petit peu abusif, parce qu'en fait, il y a 36 fleurs, il y a un bourgeon, le bourgeon de marronnier, et il y a l'eau de roche. L'eau de roche, ben, il n'y a rien d'autre à part l'eau, et qui vient en principe d'une source très pure, testée énergétiquement, etc., etc. Ce qui fait que préparer des fleurs de Bach, en réalité, il y a deux méthodes. Donc là aussi, c'est selon quelle fleur on veut préparer. Vous allez soit les faire tremper dans une bassine avec de l'eau et les exposer au soleil. Ça s'appelle la solarisation. Ou alors, la même bassine pleine d'eau, vous la faites bouillir, c'est une décoction. Ici. Il y a un gars en Valais qui fabrique avec les plantes des Alpes, qui fabrique des fleurs de Bach, qui fait ça chez lui, petit atelier, il fait des fleurs. Tout simplement. Ensuite, oui. Tout à fait. Si vous voulez, le fait que ce soit des fleurs que lui a trouvées dans la campagne anglaise, c'est pas des trucs exotiques. Vous voyez, c'est pas des plantes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique. Donc c'est des trucs. Allez vous balader dans les Alpes, vous en trouvez déjà la moitié, quoi. Le long du chemin. C'est pas la peine de monter. Vous vous souvenez de la série chez les Helvètes, de monter en haut de la montagne pour trouver une Edelweiss. Donc là, vous allez vous balader en Valais, les chemins dans la forêt, vous avez des fleurs de Bach. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous parler de botanique. Il faudra chercher en dehors de ce qu'on fait ce soir. Donc, si vous voulez, après, cette préparation, évidemment, elle est filtrée, on rajoute un peu d'alcool dedans pour la conservation. Comme je vous ai dit, il y a des mélanges, alors pour des raisons médicales ou des raisons religieuses, peut-être des gens qui ne veulent pas prendre du fleur de Bach avec de l'alcool, il y a une marque, il y a de la glycérine à la place. Une fois de plus, alors, l'alcool, c'est rigolo, donc Dr Bach mettait du brandy traditionnellement, pour pas se gêner. Moi, quand j'en prépare, je mets du cognac, pour pas se gêner. Ça n'a pas très bon goût, du cognac dilué dans l'eau, mais si vous voulez, c'est à peu près dilué 8 fois. Donc, c'est pas un effet très fort au niveau alcool, mais c'est vrai que, par principe, on ne va pas en donner à une femme enceinte. Donc, à ce moment-là, on choisit peut-être un autre produit. Ça, c'est vous qui gérez après. Les fleurs de Bach, donc, ce sont des remèdes énergétiques. Ça veut dire que c'est pas de la phytothérapie, donc c'est pas une molécule chimique de la fleur qui va agir, et ça fonctionne pas comme de l'homéopathie. Vous vous souvenez que l'homéopathie, c'est combattre le mal par le mal.
Là, dans le cas des fleurs de bac, c'est une vibration positive qui corrige votre vibration négative. C'est le positif qui chasse le négatif. Tout simplement. Vous n'avez, à part la présence d'alcool, donc qui peut être gênante, il y a là aussi, par exemple, pour donner des fleurs de bac à un bébé, une fois de plus, vous allez lui donner 2 gouttes. Mais malgré tout, par principe, vous allez par exemple plutôt lui frotter les lèvres avec 2-3 gouttes que de lui faire avaler. Et donc, à part la question de l'alcool, vous n'avez pas de contre-indication, vous n'avez pas d'effet secondaire, vous n'avez pas d'accoutumance, vous n'avez pas d'allergie. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit les fleurs de bac, je ne supporte pas. À ce moment-là, ça s'appelle l'effet nocebo, reposer de l'effet placebo. Mais bon, elle n'en voulait pas, elle n'en voulait pas. À ce stade du petit atelier, je dois vous rappeler que les fleurs de bac sont considérées légalement comme des compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments, et que tout ce que je suis en train de vous dire ne remplace pas des consultations médicales, des ordonnances et des choses comme ça. On est d'accord là-dessus? Plus fort. Merci. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Oui. C'est un réaccordage, comme en musique. Vous vibrez mal à un endroit. Pardon? Ouais, tout bêtement. Je reparle encore un peu plus loin, mais non, c'est une très très bonne question. Si vous voulez, quand vous êtes à répétition dans la peur, ben, vous altérez vos corps énergétiques, forcément. Donc ça risque au bout d'un moment d'altérer aussi les organes. Donc en fait, la fleur de bac, elle a une vibration qui corrige cette mauvaise vibration. Comme des bols chantants, comme du magnétisme, comme des cristaux, comme plein d'autres choses. C'est clair. C'est clair.